Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième et dernière journée de notre couverture spéciale du Forum de l'Alliance pour la responsabilité citoyenne et qui a lieu ici même à Londres. La journée a commencé ce matin par de nombreuses prises de parole, a notamment attiré l'attention l'allocution de Konstantin Kisin et Eric Weinstein qui ont, chacun à leur manière, mis l'accent sur le nécessaire réveil de l'Occident en général afin de mieux faire face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés, tels que l'érosion des libertés et le déclin de la compétence. Mais pour commencer, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec l'acteur Kevin Sorbo, qui m'a confié à quel point il lui a été difficile de s'affirmer en tant qu'acteur conservateur à Hollywood, lui qui se considère comme la première victime de la cancel culture. Jordan and I met about 4 years ago. We filmed a speaking event in Fort Worth, Texas, with Senator Ted Cruz brought us in to speak. That's how we met, and my wife and his wife became friends. And she came last year to the event. I couldn't. I was filming a movie, but I came here, and it's been amazing, the response from people. And sure, Hercules is always brought up, but honestly, it's really what this conference is all about. What I do perfectly fits in with it, because I think the biggest impact culturally in the world comes out of Hollywood. Walt Disney back in the 1950s said movies and television will influence our youth for good and bad. And you see what I call it the crap coming out of Hollywood that is just spreading such anger and hate and sexuality and divisiveness and all that stuff and this crazy woke insanity that the world's living in right now. I'm grateful that I think we reached a tipping point where people are, even people that were locked into that world, say enough is enough of this stuff already. I'm a freedom of speech guy through and through, and it just was interesting that the left, especially, well, around the world, the left, you go back to the 60s, the whole idea about being a liberal is everybody's ideas were good, everybody's ideas were, this were all together, in this, and now it's completely switched because the party in America, certainly, it's happened around the world, from the left was always for free speech. Now that same party, a couple generations later, are the total opposite way. You have to believe what I say. You don't have a say in this. And it's absolutely insane what the world is going through right now. And you guys know that very well up in Canada. I mean, how Trudeau stays in office is amazing to me. I mean, he's destroyed a beautiful country as far as I'm concerned. I was that way with California. That's why I left California. I left 6 years ago. And how Newsom stays in office just blows me away. How bad does it have to get for you to wake up and get past the liberal or conservative message either side, but saying, who makes more sense? Oh, I am the ground zero cancel culture victim. Before it became a term, my agent and manager kicked me out 11 years ago. We can't work anymore. I've always been a conservative. I've always been a Christian. I'm not perfect in any way. They knew where I stood. And I said, well, things are changing right now. And everything is moving. Nice to meet you too. Everything is changing. Everything is getting different now in Hollywood. The winds are changing. You can see the change in the last 10 years. I think it's been changing for decades, but the last decade has just accelerated on itself. This anger and this hatred that seems so misguided and doesn't make any sense. So my agent manager kicked me out, said we can't work with it anymore. So I formed Sorbo Studios. Go to sorbostudios.com. And I've been doing family movies, faith-based movies. Not every movie I do is faith-based. I think every movie is faith-based. If you're an atheist, that's a pretty strong faith. To believe in absolutely nothing is an incredibly strong faith. So to me, it's I'm just doing movies Hollywood used to do, movies that have a message about hope, love, redemption. Ever since COVID, a lot of people are looking for hope now, because they lied to us. We all know they lied to us. And that's why it took me out. I mean, I got banned from Facebook for posting the truth. Lost 4 million followers. Now Zuckerberg, that Trump's in office, he does a 180 and says, we're going to stop that. Now we're not going to censor people anymore. There's this, the hypocrisy of it all drives me crazy. I don't care what you believe in or don't believe in. I don't harbor anger or hatred to people who have a different political point of view. I think that's what's great about the world. We should be able to speak up. I've had people, I go, just because you yell louder than me doesn't make you right. So let's have a civil conversation instead of this insanity. So I'm just going to keep on doing movies. I do about 3 or 4 a year. I've been very fortunate, very blessed to do the movies that I do. I've got 4 movies coming out this year and 3 documentaries.
And I hope people check them out. Follow me on Twitter, K-Sorbs, because I'm still on Twitter. K-Sorbs, K-S-O-R-B-S. This has been an interesting group of people, very, very strong speakers. It's all common sense. It's all, guys, look what they're doing to the world. Look what we're doing to England. Look what we're doing to Europe. Look what we're doing all over the rest of the world. And I'm here seeing a lot of positive, uplifting speeches from people saying, we can't be afraid anymore. And I've always said, fear is the greatest weapon. I was going to wear a T-shirt that says freedom with a line, fear below, freedom over fear. And that's what we need to do. We got to start. Government's favorite weapon is fear. And we got to start fighting back in a civil way and an honest way, because hit them with the truth, because the truth kills them every time. Most people don't want to hear the truth anymore. They don't want to hear it. You know, what George Michael say in Careless Whisper, there's no comfort in the truth, pain is all you'll find. Well, you'll find reality in truth too. 1 + 1 is 2, okay? Don't let yours. Public education sucks. I know it sucks in your country. America, we were #1 in the world, the best educated in the 50s. We're 40th now. And look what we've done to our kids from kindergarten through 12th grade to universities. Bill Maher, who does his own podcast out of HBO, said, don't send your kids to American universities. There's a reason for that. Because all you do is have these whacked out teachers now that teaching to hate your own country, to hate God, to hate the world. Put up the pride flag, but don't put up the American flag. I mean, it's crazy what we're doing right now. And I'm always going to fight back. My pride flag is the U.S. flag, so there you go. De mon côté, j'ai pu m'entretenir avec de nombreuses personnalités du monde politique, parmi lesquelles l'ancien premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, lequel est également sur un comité consultatif de l'Alliance pour la citoyenneté responsable. Alors, j'ai la joie d'être en compagnie de Jason Kenney. Jason Kenney, bon, on vous connaît, vous êtes vous avez été premier ministre de l'Alberta jusqu'à tout récemment. Vous avez été aussi sur le gouvernement Harper. Vous avez plusieurs rôles au niveau de la défense, au niveau du multiculturalisme et tout ça. Parlez-nous d'abord, vous êtes ici à ARC, à Londres. Quelles sont les raisons de votre présence ici? Bien, je crois que c'est un rassemblement des gens très intéressants. Sur les thèmes incroyablement importants pour les sociétés libres. Ça veut dire il y a des gens de toutes sortes de courants différents, des politiques, du journalisme, des académiques, monsieur, madame, tout le monde, qui s'inquiètent de la direction de la société moderne, de plus en plus de contrôle de l'État, et de wokisme, et de manque de liberté économique et tout ça. Alors c'est une occasion de plusieurs milliers de ces gens-là de rassembler, partager les idées, créer les réseaux, renforcer les amitiés. Il y a des think tanks, il y a des mouvements populaires de partout au monde, particulièrement le monde anglophone. Mais nous espérons, parce que moi je fais partie du board de l'ARC, nous espérons que ça va épanouir pour devenir un organisme qui donne une vision très pleine d'espoir contre la vision de, par exemple, le World Economic Forum à Davos. Beaucoup, justement, voient dans ARC comme une version conservatrice du World Economic Forum, du Forum économique mondial. On voit qu'il y a véritablement une espèce d'unification en termes des forces conservatrices. Parlez-nous un peu comment est-ce que vous voyez ça. Quels sont, parce que c'est aussi très neuf, là, ça fait presque 2 ans, et autour d'une figure qui est, elle, canadienne, Jordan B. Peterson. Donc, c'est sûr que le Canada tire une légitimité particulière de ça. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'école de développement de ARC? Est-ce qu'on peut voir éventuellement des conférences un peu partout dans le monde? Je crois que la vision fondatrice de l'organisme était que ça fait plusieurs années, on a eu l'essence dans le monde occidental d'un manque de contrôle. Des élites, soi-disant globalistes, les élites politiques, académiques, culturelles, qui imposaient une certaine vision sur la société, une vision
irraisonnable, d'après moi, au plan des politiques environnementales, économiques, culturelles, avec une suppression de liberté d'expression. On a vu, par exemple, aujourd'hui, hier, grande critique contre ce qu'on appelle la politique du net zéro, c'est-à-dire zéro et éventuellement arriver à zéro gaz à effet de serre produit. Vous êtes l'ancien premier ministre de l'Alberta, un Albertain. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette politique du net zéro? Exactement, par exemple. Cette idée, cette vision de net zéro, effectivement, c'est une politique pour contrôler la vie normale de monsieur, madame, tout le monde. Comment ils gèrent leurs affaires, leurs automobiles, le chauffement de leur maison et tout ça. Ça veut dire que c'était un contrôle total de la société, de la vie normale des gens. Et je crois que ARC donne une plateforme pour les gens très intelligents d'offrir une alternative. Ça veut dire une alternative qui met l'accent sur la liberté personnelle, la liberté d'expression, mais les communautés locales, les familles, comme dirigeants de leur propre société. Ça veut dire que c'est it's a bottom-up movement. Par contre, l'imposition d'une vision idéologique. Et dans ce sens-là, ce n'est pas un projet idéologique. C'est quelque chose... Nous croyons ici, presque tout le monde croit dans l'importance de société civile hors du contrôle des gouvernements. Pardonnez-moi cette question un peu difficile à vivre, mais une autre événement mondial qui a attiré l'attention ici même, mais bon, un peu partout, et qui a beaucoup de critiques, ça a été la gestion de la COVID, où est-ce que justement il y a eu énormément de pression sur les gouvernements pour mettre de la pression sur les individus pour en faire tout. Vous étiez premier ministre durant cette période. Est-ce que vous... Bon, on a vu justement beaucoup de conférenciers s'exprimer sur la question, voir ça comme une tentative de totalitarisme et tout ça. Vous étiez dans les bottes de celui qui prenait la décision. Lorsque vous regardez ça a posteriori, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, peut-être aux marges, mais il faut dire que certainement en Alberta, mon gouvernement et j'ai comme premier ministre, j'ai été critiqué par la gauche largement, par M. Trudeau et par les autres. C'est sûr que c'était mieux qu'au Québec, par exemple. Il y avait plus de liberté chez vous que chez nous. Beaucoup plus que n'importe quelle autre province au Canada. Et franchement, je peux vous dire maintenant que je suis dans la vie privée, que je crois que l'approche du Québec était farfelue avec les contrôles hors de raison. Mais, des couvre-feux, des choses comme ça à Noël. Mais cela étant dit, d'après moi, là, en tant que leader d'un gouvernement, on a essayé de trouver un équilibre pour prévenir un désastre total dans le système de santé. Parce qu'un des problèmes, au Canada en particulier, est qu'avec le système de santé publique très étatique, très limité, nous n'avions pas, pendant le COVID, la capacité dans nos hôpitaux pour donner le soin essentiel aux gens avec les vagues de COVID. Alors, il y a eu, d'après moi, il y a eu les inquiétudes tout à fait raisonnables pour essayer de protéger la vie humaine, le système de santé. Mais pour moi, là, j'ai dit chaque jour pendant le COVID que les limites dans la vie sociale auraient dû être the last and limited options was to limit things. So, ça veut dire que je crois qu'en Alberta, on a trouvé un équilibre assez bon. Ce n'était pas parfait, mais certaines autres provinces au Canada sont allées beaucoup trop loin. Et je vous dis qu'en Alberta, on a eu un taux de mortalité. Oui, taux de mortalité, oui. Mortalité. Beaucoup plus bas per capita de COVID-19 que le Québec et l'Ontario, qui ont eu les restrictions beaucoup plus sévères. Donc, on voit qu'il n'y avait pas nécessairement d'efficacité dans toutes ces couches
push de limitation des droits. En terminant, une autre question difficile, pardonnez-moi, Jason Kenney. On le voit depuis l'élection de Trump, il y a des grandes branle-bas de combat entre le Canada et les États-Unis. Votre nouvelle première ministre, Danielle Smith, a pris un peu la tête, est devenue une leader dans justement les dialogues, les tractations. Elle est allée elle-même à Mar-a-Lago, des réseaux de contacts qui semblent plus privilégiés que le reste des premiers ministres, y compris le premier ministre fédéral. Comment est-ce que vous voyez un peu la situation actuellement? Écoute, je crois que c'est important pour le Canada, y compris toutes les provinces, d'être unifiés et forts contre ces menaces à notre économie et nos exportations et notre souveraineté. Les propos de M. Trump sont farfelus, c'est bizarre. Presque chaque jour, il menace de prendre contrôle du Canada. C'est totalement bizarre pour un ami économique et stratégique de faire ça. Alors, je crois que tous les premiers ministres des provinces doivent être très actifs pour défendre les intérêts du Canada ensemble. Mais je crois qu'un des problèmes est qu'on a eu depuis une décennie un gouvernement fédéral du Trudeau qui n'était pas sérieux, par exemple, au plan de défense nationale, de la sécurité de frontières, d'un système d'immigration qui fonctionne bien, de croissance économique. Alors, ça affaiblit le Canada au point que nous sommes beaucoup plus faibles pour faire face à un tel défi économique, commercial et stratégique. C'est les raisons pour lesquelles j'espère qu'il y aura un changement de gouvernement fédéral tout de suite pour qu'on puisse avoir une nouvelle approche axée sur la croissance économique, sur la sécurité nationale. La souveraineté. Pierre Poilievre va parler d'une base militaire dans le Nord là, et tout ça, des choses qui semblent un peu aller de soi. On est un peu endormi. On a parlé de la grande nappe, la grande sieste. On en a parlé ce matin dans un conférencier. Est-ce que justement, on est en train de se réveiller de cette grande sieste? On peut dire ça, oui. Ouais. M. Trump, au moins, il a réveillé le Canada de notre vacances de l'histoire. En terminant, vous êtes sur le conseil de consultatif de ARC. À quoi peut-on s'attendre dans l'année à venir? Ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à ARC? Je suis très heureux que dans la deuxième réunion de l'ARC, il y a plusieurs centaines de Canadiens ici. La première fois, il y a presque personne du Canada. Et beaucoup de Canadiens ici se parlent du besoin de créer une plateforme comme ARC ou l'ARC au Canada. Alors, il y aura les discussions à cet égard, mais au moins, je vais vous dire que pour les Canadiens ici, ça les donne un sens de solidarité, qu'ils ne sont pas seuls avec leurs idées, qu'il y a des gens partout au monde qui partagent les mêmes croissances dans la liberté et tout ça. Puis, je crois que les Canadiens ici vont revenir chez eux avec beaucoup d'espoir et des bonnes intentions. Et j'espère la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de Québécois. Oui, on va essayer on va attirer l'attention pour que d'autres puissent venir. Et c'est ce qui est encore intéressant, je le souligne de nouveau, c'est que l'ensemble des gens qui sont réunis à l'invitation principale de Jordan B. Peterson, qui est un Albertain en plus. Donc, tout à fait. Donc, on est chez nous. Oui, tout à fait. Alors, Jason Kenney, merci beaucoup pour cet entretien. L'ARC, l'Alliance pour la citoyenneté responsable, est également un lieu de recherche qui porte son attention sur des domaines aussi variés que la gouvernance, l'environnement, l'identité, le monde digital et plus encore. J'ai pu en discuter avec le directeur de la recherche à ARC, Benedict Rogers. Selon lui, la recherche de meilleurs fondements philosophiques est essentielle pour l'avenir de notre civilisation. As Director of Research is to commission and edit and publish the papers that we decide to publish. And I think it's really important to have this research arm of ARC, because the research arm provides the ideas, the intellectual substance, the policy suggestions that form the basis of our conference.
So as an organization, we have several streams of research looking at questions of the social fabric and family policy, looking at our foundational values of Western civilization, business and economic growth, and energy and the environment. I think probably the one I feel most passionate about and most involved in is the whole area of the foundations of Western civilization. And we've just published at this conference a book of 15 essays called The Best of Our Inheritance. And those 15 essays look at all of the foundations of our civilization, going back to the classical tradition, the Judeo-Christian tradition, democracy, the rule of law, human dignity, right the way through to free market capitalism, innovation, and other values. So that's the area that I feel most passionate about. So at this conference, we've actually launched 3 different sets of papers. The book I just mentioned, a set of papers called The Choices We Face, looking at a range of policy areas, and then also a new stream on identity in the digital age, looking at the whole question of artificial intelligence and how we protect human identity and human flourishing within that, and use AI for good. Going forward, we will have some time to think about our next research plans. I don't have any news for you at this stage, but we will build on those streams of social fabric, AI, foundational values, energy and the economy, and we may add new streams going forward. Durant la conférence, le thème de l'imposition de la théorie du genre et de la nécessité de faire front commun contre sa prolifération, notamment scolaire, est revenu à de nombreuses reprises. L'organisation GenSpec est en ce sens l'un des leaders dans le domaine. J'ai pu rencontrer sa fondatrice et directrice générale, Stella O'Malley. Selon elle, la conférence ARC est une opportunité unique pour échanger sur les différentes stratégies en faveur d'une approche saine du sexe et du genre. Stella O'Malley, thanks for being with us. Yep, you're very welcome. So can you just explain to us a little bit, present your organization, GenSpec? You're really much a part of it, and can you just describe a little bit your organization? GenSpec puts forward a non-medicalized approach to gender dysphoria. We accept that some people don't want to be the sex that they are, and we think that they should be helped in whatever way possible, but at the same time we have to prioritize the needs of women and girls over frankly, they need their safety. And so we put forward a non-medicalized approach to gender dysphoria. And we've got a new book coming out called The Gender Framework, which shows how schools and hospitals and clinics and youth workers and prisons and sports can prioritize sex over gender without being cruel and having compassion and decency for everybody. So we're here at ARC in London. You're from Ireland, so it's not that far from here. Can you just, why are you here? Why did you feel the need to be here? Well, since we founded GenSpec, we realized that there's a lot of censorship and there isn't the freedom to ask questions and to kind of tease out issues, even, minor controversial issues and especially controversial issues. And without being able to speak freely, we can't think freely. So we think it's at the root of an awful lot of really, really damaging issues in societies, the lack of freedom to speak. So that's why we're here, because we're interested in upholding the right to free speech. So what attracted your attention? We're on day 3, so you have probably have seen a lot of conferences, a lot of speech. What attracted your attention specifically? Well, there was some great speakers. Konstantin Kisin was brilliant this morning. He was very inspiring, and he has a light touch. Eric Weinstein was very interesting about AI, and so was Peter Thiel. He was interesting yesterday about AI. There's been some really brilliant speakers, really, really, really powerful, really, really inspirational. So, how do you see the conservative movement in general? We have seen, because we met last summer, but since then there was the election, for instance, in the US of President Trump, who affirmed true gender. How do you see that politics specifically? And
and what are the political fights to make children safe again? Yeah. I think the Conservative movement are having a moment. They're having a heyday right now. I hope they're sensible in this moment. I hope that they can rise to the occasion because they've had quite a few bad years as far as I can see, for some decades really. But I'm interested to see how conservative are they going to be, and are they going to allow for non-conformity, or will it become a backlash and an overcorrection? I'm a bit concerned about that. Well, Stella O'Malley, a wonderful conference, a rest of conference today, and we are pleased to have you at Libre Media. We'll see you again soon. Thank you very much. Une autre personnalité canadienne présente était Andrew Bennett, directeur des programmes pour le think tank Cardus, dont la mission est de soutenir et promouvoir les moyens pour faire avancer le bien commun. Écoutez. Andrew Bennett, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci Francis. Alors, Andrew Bennett, vous êtes diacre catholique, qui est disons, le stade avant d'être prêtre, là, puisque dans l'Église catholique, mais ukrainienne, donc vous avez dans l'éparchie. Donc, pouvez-vous d'abord peut-être nous expliquer un peu votre rôle ici, parce que vous êtes également membre dans l'exécutif de Cardus, donc qui est une organisation canadienne. Pouvez-vous nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que Cardus, puis un peu les raisons de votre présence ici? Oui, d'accord. Donc, je suis un diacre byzantin et je travaille pour Cardus. Cardus est un institut de recherche basé à Hamilton, mais aussi à Ottawa. Alors, nous sommes un institut de recherche chrétienne, écuménique et non partisan. Nous sommes ciblés tout. Notre but est de trouver une approche chrétienne pour notre vie en commun. Alors, nous regardons la tradition chrétienne comme un spectrum pour mieux comprendre la vie en commun. Alors, nous faisons des recherches, des politiques, les événements, bâtir un réseau des chrétiennes au Canada, et de promouvoir une approche chrétienne concernant les sujets comme le travail, la famille, l'éducation, les communautés de foi et aussi les questions concernant la santé. Parce que aussi les questions politiques au sens large, donc les principes, les grands principes même de la doctrine sociale de l'Église, subsidiarité, solidarité, subsidiarité qui est mise de l'avant souvent dans des organisations comme celle de ARC, justement, où est-ce que peut-être qu'on considère que l'État en fait trop et qu'il est trop présent et donc il faut respecter les différentes organisations de la société civile, telles que la famille, les églises et tout ça. Donc c'est un peu l'atmosphère qu'on retrouve ici. Donc même, on peut penser que ce principe de subsidiarité est au centre de la Fondation et même Jordan Peterson en parle souvent. Vous avez été, à l'époque, dans le gouvernement Harper, vous avez été le directeur du Bureau pour la liberté religieuse qui a malheureusement été fermé et même transformé dans disons, pour une autre religion qui est l'islam. Il y a eu un bureau contre l'islamophobie, donc il y a eu une métamorphose un peu des questions religieuses au fédéral. Parlez-nous un peu comment est-ce que vous avez vu, à l'époque, la disparition de la liberté religieuse et de ce bureau qui était le vôtre. Et parlez-nous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de la liberté religieuse, par exemple, au Canada? Le plus grand défi au Canada est de promouvoir la liberté de religion comme un droit fondamental, mais pour tout le monde, non seulement pour les chrétiens, non seulement pour les juifs ou pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Parce que chaque être humain a une vocation de trouver la vérité. Et après ça, librement, absolument, de trouver la vérité et de baser leur vie sur la vérité. Mais maintenant, à mon avis, la plus grande difficulté au Canada est que nos institutions ne comprennent pas cette réalité. Mais la liberté de religion est la première
libertés, parce que les autres libertés, les autres droits fondamentaux est basé sur cette conception de poursuivre la vérité. C'est comme lié à la liberté de conscience. Exactement. C'est presque la même chose. Expression, association, toutes les autres libertés. Mais pour nous les chrétiens, nous avons une grande responsabilité pour représenter l'importance de religion, non seulement comme une philosophie exotique ou comme ça, mais il est un bon. Il est un bon dans notre société. Et les gens religieux, ils font beaucoup dans notre société. Non seulement dans un sens de charité, mais aussi dans un sens de l'éducation, de promouvoir une compréhension de la société pluraliste. Alors, la dignité humaine. Et il est essentiel que les gens religieux, non seulement les chrétiens, les gens religieux au Canada, il est nécessaire d'exister dans la société. Il faut prendre sa place. Exactement, prendre sa place dans la société pour promouvoir cette vision d'un pluralisme vrai, avec l'importance de religion comme un bon. Andrew Bennett, en terminant, c'est la 3e journée de cette conférence ARC. Qu'est-ce qui a retenu votre attention là, particulièrement? Qu'est-ce que vous avez aimé ici dans cette conférence à Londres? Alors moi, je suis complètement fatigué par toutes les idées, toutes les différentes discussions avec les gens là. Alors, c'est un très intéressant monde des idées conservateurs, mais pour moi, j'ai un sens qu'il n'existe pas un vrai but. Je ne suis pas sûr quel est le but de l'ARC. Est-ce qu'il est de promouvoir un mouvement conservateur? Est-ce qu'il est un mouvement avec un conservateur avec un C minuscule ou un C majuscule? Pour moi, il est essentiel de faire les liens entre la tradition chrétienne et le but d'une renaissance culturelle. Alors, pour les Européens, pour nous les Canadiens, les Américains, s'il n'existe pas un lien entre le christianisme et un renouvellement culturel, ça, c'est une culture un peu vidée des règles. Les fondements et tout ça. Là. Exactement. Alors, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de conférenciers qui parlaient, qui disaient à quel point c'était important de remettre l'arbre avec ses racines judéo-chrétiennes. Donc, il y a quand même ça. Mais vous, selon vous, le ARC, c'est quand même la 2e édition, mais il manque un but commun ou, disons, une mission commune, et peut-être que c'est ce qui va éventuellement émerger là, au fur et à mesure que la vie de l'organisation continue d'exister. Mais si l'ARC est un mouvement politique, ben c'est plus facile de trouver un consensus avec les gens, avec les différentes perspectives culturelles. Mais si l'ARC est un mouvement culturel, c'est plus difficile de trouver une approche commune parce que les chrétiens traditionnels, les catholiques traditionnels, ils ont une perspective morale très différente que les libertariens. Quel serait votre but, selon vous, si vous aviez à conseiller les dirigeants, quelle serait, selon vous, la marche à suivre? Alors, pour mieux définir un vrai but, est-ce que ARC est un talking shop pour les gens avec les perspectives ou les idéologies traditionnelles? Bon, parfait. Mais est-ce qu'il est une version conservatrice de Davos? Est-ce qu'il est une perspective globaliste? Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il est une grande opportunité pour
redéfinir ou représenter notre tradition occidentale, notre tradition chrétienne pour une nouvelle génération, de trouver les textes fondamentaux, les vérités fondamentales. Si l'Arc est capable de promouvoir ces buts, alors, moi, je suis complètement d'accord. Voilà, c'est tout pour notre couverture exclusive de la conférence de l'Alliance pour la citoyenneté responsable à Londres. Notez que vous pouvez également nous suivre sur notre site web au libre-media.com ainsi que sur la majorité des médias sociaux. Je suis Francis Denis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.